Quand on devient parent, on se pose 1000 questions. Mais il est souvent difficile de faire le tri entre nos envies, nos intuitions et les injonctions familiales et sociétales. Alors comment définir ce qu'on souhaite transmettre à nos enfants, ce qui nous semble bon? Et comment s'affranchir de pratiques qui ne nous correspondent pas et affirmer nos choix? Bienvenue dans Tambali, le podcast qui vous invite à prendre le pouvoir sur votre parentalité. Je suis Alix Dien-Le-Rouge, doula au Sénégal et maman de 2 enfants. Je vous accueille sur le premier podcast qui explore les expériences de parents en Afrique de l'Ouest. À travers les récits de mes invités, vous serez amenés à réfléchir et à vous questionner pour définir le parent que vous voulez être. Grossesse, accouchement, postpartum, relations parents-enfants. Aucun sujet tabou, nous parlerons de tout. Tambali. Depuis la rentrée, en plus des témoignages de parents, je reçois des professionnels de la périnatalité et de la parentalité qui nous partagent leurs conseils avisés. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial, puisque nous allons avoir une discussion à 3. On va parler allaitement avec Stéphanie Jarouge, ostéopathe à Dakar depuis 11 ans. Elle est spécialisée en périnatalité et elle est notamment formée sur la prise en charge du bébé allaité et sur les freins restrictifs de bouche. Et je reçois également Esther Ao, conseillère en allaitement et fondatrice de la boutique en ligne Tendre Tété. Ensemble, nous parlerons des bénéfices de l'allaitement pour la maman et le bébé, et nous verrons en quoi cela participe au développement optimal du nourrisson, tant d'un point de vue digestif que maxillofacial ou encore respiratoire. Nous verrons aussi pourquoi il est important de se préparer et quelles sont les bonnes pratiques pour bien démarrer l'allaitement sans douleur. Parce que non, ce n'est pas normal d'avoir mal quand on allaite. Et Esther et Stéphanie nous proposeront des solutions pour y remédier quand c'est le cas. Nous évoquerons aussi les challenges liés à la reprise du travail quand on allaite exclusivement et comment s'y préparer au mieux. Enfin, nous discuterons des fameux freins de langue dont on entend beaucoup parler pour voir s'il s'agit d'un mythe ou d'une réalité. Alors embarquez avec nous pour un épisode riche où grâce à nos expertises croisées, nous vous dirons tout ou presque sur l'allaitement. Vous êtes prêts? Alors Nanu Tambali. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alix. Bonjour Esther. Bonjour Alix. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi ce matin. On va parler de sujets autour du nourrisson et de l'allaitement. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer un peu ce que vous faites dans la vie? Merci Alix de nous inviter. C'est une super opportunité de pouvoir discuter de ces sujets-là. Alors, moi je suis Stéphanie, ostéopathe à Dakar depuis 11 ans maintenant et spécialisée en périnatalité. Je suis installée au plateau et j'ai un cabinet aussi à Cocoon, donc un centre qui se trouve à Mermoz. Moi, je suis donc conseillère en allaitement. J'ai également une boutique en ligne, donc Tendre Tété, depuis 3 ans maintenant. Et je vends donc des produits en lien avec l'allaitement uniquement. Et du coup, Stéphanie, est-ce que tu pourrais nous expliquer dans les grandes lignes, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce qu'est l'ostéopathie? Alors, l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle qui a pour objectif de rééquilibrer l'ensemble du corps. L'objectif, c'est de pouvoir travailler sur les déséquilibres, les tensions, les blocages que le corps a pu avoir pendant toute sa vie, depuis la naissance, même depuis la vie intra-utérine jusqu'à l'instant T. Et donc, on va essayer d'enlever ces couches de tension, de déséquilibre et de blocage pour que le corps puisse retrouver sa capacité d'autorégulation qu'il a naturellement. Et quand tu dis que tu es ostéo spécialisée en périnatalité, qu'est-ce que ça recouvre exactement? Alors, mon objectif en périnatalité, c'est vraiment d'accompagner déjà les femmes en préconception, donc quand elles ont ce désir de grossesse, d'être sûr que leur corps est le plus équilibré possible pour pouvoir accueillir une grossesse. Évidemment, je mets à part toutes les problématiques médicales. On parle surtout de mécanique et de dysfonctionnement fonctionnel au niveau du corps.
Et donc on travaille sur ça pour améliorer ce fonctionnement corporel. Et ensuite, il y a cet accompagnement pendant la grossesse. Donc c'est de la préparation ostéopathique à l'accouchement, dans le sens où on va s'assurer que le bassin soit bien équilibré, que l'ensemble du corps soit bien équilibré, que bébé ait une position fétale optimale en vue d'un accouchement le plus physiologique possible. Et puis après, en périnatalité, on peut s'occuper du bébé et de la récupération postpartum de la maman aussi. Mais surtout du bébé, parce que ce petit bébé qui a eu une vie intra-utérine et un accouchement qui peut parfois être traumatique, a besoin qu'on lui donne un petit coup de main pour justement retrouver cet équilibre au niveau de son corps, pour qu'il fonctionne au mieux, qu'il grandisse au mieux, et que tout son développement après se fasse de façon équilibrée. Et ça concerne ces potentiels traumatismes, que ce soit un accouchement par voie basse ou par voie haute césarienne. Est-ce que dans tous les cas, ils peuvent être concernés ? Oui, bien sûr. Même si l'accouchement n'a pas été traumatique, on recommande en général toujours de faire une séance après la naissance pour justement s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique particulière à travailler. Et j'ai tendance à dire le plus tôt est le mieux. On n'a pas vraiment de limite de prise en charge, surtout pour les ostéos qui sont spécialisés en périnatalité, en pédiatrie. On n'a pas de limite de prise en charge parce que on doit agir vite, parce que c'est sur la première année, surtout, j'aurais tendance à dire les premiers mois, mais sur la première année qu'on peut avoir l'action la plus importante, nous, en tant qu'ostéo. Et donc le genre de choses qu'on peut venir travailler, si par exemple, on entend parfois dire le bébé avait une certaine position dans le ventre qui fait qu'il peut y avoir des petites tensions, des blocages, ou c'est effectivement au moment de la sortie où il peut y avoir quelque chose qu'est-ce qui influe sur ces potentiels déséquilibres du bébé à peine né ? Alors, il y a déjà cette vie intra-utérine qui est très importante, que ce soit d'un point de vue mécanique, effectivement, par rapport à la position de bébé dans le ventre. Si c'est un bébé qui a été coincé dans une certaine position pendant longtemps, ou si c'est un bébé qui est finalement resté en siège ou en transverse, et donc qui n'avait pas cette position fétale optimale, là, on peut retrouver des déséquilibres après. Mais au-delà du mécanique, au-delà de ce côté positionnel, il y a aussi toute la sphère émotionnelle. Si la grossesse de la maman s'est bien déroulée, s'il y a eu des traumatismes, s'il y a eu des émotions ressenties par rapport à ces appréhensions de l'arrivée d'un bébé dans le couple, dans la famille, tout ce qui peut toucher à l'émotionnel peut impacter aussi bébé. Et ce sont des choses qu'on peut retrouver après, en séance, des bébés qui déchargent un petit peu toutes ces émotions qu'ils ont absorbées pendant leur vie intra-utérine. Donc tu disais que sur la partie ostéopathie, on était sur du mécanique, du fonctionnel, mais en fait l'approche, elle est un petit peu plus globale que ça. Oui, elle est vraiment plus globale, parce qu'en fait, moi, quand je reçois un bébé avec ses parents. Ou alors toute la famille autour, en fait, ça peut être le cas. Et donc il faut vraiment comprendre ce contexte dans lequel ce bébé est arrivé, essayer au mieux d'accompagner ce nouveau noyau familial qui se crée. Oui, travailler sur le mécanique, mais en fait, au final, je vais dire 80% des cas, on travaille aussi beaucoup sur l'émotionnel des parents et du coup de ce que bébé a pu absorber de ses parents. Du coup, au-delà de regarder un petit peu la partie, le postural ou les équilibres qu'il peut y avoir, toi particulièrement, tu accompagnes aussi beaucoup les problématiques liées à l'allaitement. Oui, parce que je me suis formée, en fait, au fur et à mesure des années, je trouvais que je manquais d'informations par rapport à cette prise en charge justement du bébé allaité. Et donc je me suis formée de façon basique, mais ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport à ce que je trouvais en cabinet avec ces petits bébés. Et donc j'ai les bases de l'allaitement, donc je peux conseiller, on va dire, sur la mise en place de l'allaitement et la manière de positionner bébé, et est-ce que bébé est bien positionné au sein. Après, si il y a des problématiques un peu plus spécifiques, je renvoie vers mes collègues, Esther par exemple. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que les problématiques d'allaitement n'étaient pas seulement
positionnelle, que parfois il y avait vraiment des problématiques, des dysfonctions oro-maxillofaciales qui empêchaient bébé de pouvoir bien téter au sein. Et donc récemment, je me suis formée dans justement tous ces troubles oro-maxillofaciaux qui sont liés aux freins restrictifs de bouche. Donc on parle très souvent maintenant des freins de langue, mais en fait ça peut être des freins de joues, de lèvres, de bouche. Voilà, il y a plein de restrictions possibles avec ces freins. Et donc le but est maintenant de pouvoir contribuer à la détection de ces restrictions liées aux freins de langue ou freins de langue ou freins de bouche, qui seraient éventuellement trop courts, trop serrés. Et merci déjà pour cet éclairage, et puis je pense qu'on va en reparler. Ce que je voudrais savoir aussi, donc Esther, toi en tant que conseillère en allaitement, déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont peut-être les bénéfices de l'allaitement maternel, à la fois pour la maman et pour le bébé? Oui, alors pour la maman, déjà, il y a plusieurs bénéfices. Alors il y a déjà, d'un point de vue émotionnel, on va dire, on arrive plus facilement à créer du lien avec son bébé. Au niveau de la fatigue aussi, le fait d'allaiter, surtout la nuit, fait qu'on a un sommeil qui est plus réparateur. Même si la maman ne dort pas beaucoup, elle va être plus en forme, voilà, qu'une maman peut-être qui donnerait le biberon, puisque quand on allaite, on sécrète des hormones qui vont nous aider à bien dormir. On a aussi des bienfaits donc, par rapport au risque de cancers hormonaux, notamment le cancer du sein. Donc on a un risque qui est abaissé par rapport à une femme qui n'aurait pas allaité. Après, donc pour le bébé, il y a énormément de bienfaits. C'est vraiment l'aliment en fait, le plus adapté pour le bébé, puisque voilà, au fur et à mesure qu'il grandit, la composition du lait va changer pour vraiment coller à ses besoins. Le lait maternel, c'est également très riche en probiotiques. Donc ça va, en fait, il y a des bonnes bactéries qui vont venir coloniser l'intestin du bébé, donc pour l'aider à mieux digérer et également à combattre les potentielles infections. Donc on a également des anticorps qui sont présents dans le lait maternel, donc c'est vraiment c'est très vaste. On peut en parler pendant des heures en fait, tellement qu'il y a des composants uniques en fait dans le lait maternel. Le principal bienfait, c'est l'effet protecteur, on va dire, au niveau de l'immunité pour le bébé. Et pourquoi est-ce que c'est important de se préparer, si on a une volonté d'allaitement, de se préparer dès la grossesse? Parce qu'on peut se dire, voilà, l'allaitement, c'est naturel. À partir du moment où j'ai des seins et un bébé, ça devrait marcher. Toi, d'expérience, pourquoi tu recommandes de finalement quand même aborder ce sujet et essayer de se préparer en amont de l'accouchement? Effectivement, en fait, la plupart des mamans que je vois en consultation, les problèmes qu'elles ont sont liés à un manque d'information. Voilà, des choses qu'elles ne savaient pas forcément avant de prendre la décision d'allaiter. Elles se sont un peu lancées comme ça et puis voilà, elles ne connaissent pas forcément quel est le comportement normal d'un bébé allaité, comment marche l'allaitement, comment marche la production de lait. Et vraiment, si ces mamans, elles s'étaient préparées avant, pendant la grossesse, avant la naissance du bébé, elles n'auraient pas eu de problème en fait. Donc c'est important de savoir à quoi s'attendre pour avoir les bons réflexes Exactement. dès la naissance. Et par exemple, si on accouche en maternité ou en clinique, justement, quels sont les peut-être 2-3 conseils incontournables que tu donnerais pour une bonne mise en route de l'allaitement? Alors, si je pouvais donner 3 conseils, donc le premier, ce serait faire du pot à pot dès la naissance. Donc, dès que le bébé est né, on le pose sur la poitrine de la maman et on reste en pot à pot comme ça pendant plusieurs heures. Deuxième conseil, ça serait de faire la première tétée donc dans la première heure qui suit la naissance, puisque il a été démontré que voilà, les femmes qui font ça ont plus de lait plus tard dans l'allaitement. Donc le troisième, ce serait de garder son bébé la nuit, de ne pas le mettre à la nurserie, puisque voilà, les tétées de nuit sont entre guillemets les plus importantes. Et ça évite aussi d'avoir des engorgements lors de la montée de lait.
Donc ça permet de bien drainer les seins en fait en continu, la journée, la nuit. Donc, effectivement, d'avoir son bébé avec soi, sur soi, Voilà, le garder. autant que possible, et pour pouvoir aussi faire la mise au sein dès que nécessaire dans les premiers temps de la vie du bébé. Et c'est vrai que, bon là c'est la doula qui me prend la parole, mais ça c'est des choses aussi qui peuvent être importantes si vous réfléchissez à un projet de naissance ou juste dans les conversations avec votre gynéco ou avec le pédiatre, de préciser si vous avez un projet d'allaitement, d'autant plus si c'est un projet d'allaitement exclusif, et effectivement de prévenir voilà, sur ces mesures-là, de dire que vous voulez faire la première tétée le plus vite possible, pouvoir faire du pot à pot, qu'on n'habille pas le bébé tout de suite, pouvoir garder le bébé avec soi. Et d'ailleurs, c'est valable aussi qu'on accouche par voie basse ou par césarienne. La différence, c'est que par césarienne, on aura besoin d'un peu plus d'assistance, un peu plus d'accompagnement, notamment pour la mise au sein, parce qu'il est plus compliqué d'attraper son bébé, de porter son bébé, on doit rester allongé les premières heures, etc. Mais ces conseils sont valables quel que soit le type d'accouchement. Et donc toi, après, Esther, comment sur quel volet tu accompagnes justement les femmes qui choisissent d'allaiter, et en quoi voilà, consiste le support que tu peux leur apporter et les raisons pour lesquelles elles viennent te voir? Alors les principales raisons qui amènent les mamans à me consulter, donc il y a effectivement le volet préparation à l'allaitement pendant la grossesse. Ça peut être soit une femme qui, pour un premier bébé, donc quelqu'un qui vraiment ne connaît rien à l'allaitement et souhaite se préparer au mieux. Ça peut être aussi une femme qui a eu un premier allaitement qui ne s'est pas passé comme elle le souhaitait. Elle veut vraiment se préparer pour que ça fonctionne cette fois-ci. Mais la plupart des mamans que je vais voir en consultation, c'est pour des problématiques, souvent des douleurs lors de la prise du sein. Ça peut être également une maman qui pense manquer de lait. Cela peut être aussi lors de la reprise du travail. Donc certaines mamans ne savent pas du tout comment approcher cette nouvelle étape en fait, de l'allaitement. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de reprendre le travail, comment s'y préparer, quels équipements il faut avoir, etc. Ça peut être aussi au moment de la diversification, comment allier l'allaitement et la diversification. Ça peut être également le sevrage. En cas de sevrage d'un petit bébé, comment faire, déjà comment transitionner de l'allaitement vers le lait artificiel, ou si c'est un bébé qui a déjà été sevré, comment s'adapter en fait. Il y a des mamans qui sont vraiment perdues, elles ont allaité le premier, le deuxième, l'allaitement ne s'est pas bien passé, elles ont dû sevrer, elles sont un peu perdues. Donc voilà, c'est vraiment très global en fait, ça va vraiment de la grossesse jusqu'au sevrage. Voilà. Et justement sur cette idée de je manque de lait, est-ce qu'on peut revenir là-dessus et dire globalement, est-ce que les femmes sont censées avoir du lait? Est-ce qu'il y a vraiment des cas de femmes qui n'ont pas de lait? Oui, ça peut arriver, mais c'est très rare et j'en ai encore jamais rencontré. Ça peut arriver donc, quand la glande mammaire ne se développe pas correctement pendant la grossesse. C'est pour ça que lorsqu'une maman me dit j'ai pas assez de lait, donc déjà je lui demande toujours qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que bien souvent, dans la majorité des cas, c'est pas le cas. Mais voilà, et donc je demande toujours lors des consultations, est-ce que pendant la grossesse, tu as remarqué une augmentation du volume de tes seins? Parce que c'est vraiment ça qui va en fait déterminer si le lait en fait si la glande mammaire s'est bien développée pendant la grossesse. Donc, mais effectivement, il y a des pathologies qui peuvent faire qu'on n'a pas de lait, même si ça reste très 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 rare. Il y a également le fait d'avoir une réduction mammaire. Donc, autant l'augmentation mammaire, si la glande mammaire n'a pas été touchée, elle n'a aucun effet sur la production de lait. Mais par contre, la réduction mammaire peut avoir endommagé la glande mammaire. Et ça, c'est vraiment... si on n'a pas parlé de ça avec le chirurgien avant l'opération, on ne peut pas tellement savoir quel effet ça va avoir sur la lactation. Mais donc dans la grande majorité des cas, le fameux j'ai pas de lait, c'est peut-être plutôt lié à ce qu'on disait, une mauvaise mise en route, ou peut-être des réflexes qui n'ont pas été acquis et mis en place, et plutôt une question de pratique
que vraiment une incapacité biologique à produire du lait. Ouais. Et donc ça, c'est des problématiques sur lesquelles on peut travailler a posteriori. Je pose la question parce que voilà, je me dis toutes ces mamans qui après 2-3 jours se disent j'ai pas à monter de lait ou j'ai l'impression que j'ai pas assez de lait et commencent à introduire des biberons, qu'en fait c'est possible de travailler et d'inverser la tendance pour essayer de maximiser la production de lait et en se faisant accompagner par des professionnels sur ce sujet-là. Toi, tu as ce genre de cas où on arrive justement à peut-être des mamans qui ont introduit un biberon assez tôt et finalement à reprendre un allaitement exclusif, si c'est le souhait en tout cas des mamans. Oui, alors j'en ai assez souvent des mamans qui vraiment souhaitaient faire un allaitement exclusif pendant 1 an, 2 ans et que finalement ça s'est pas passé comme prévu. Et soit elles n'ont plus de lait, soit elles ont vraiment un tout petit peu de lait et c'est pas assez pour le bébé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la relactation. C'est le fait de vraiment remettre en route la production de lait pour qu'elle soit vraiment optimale et adaptée au bébé pour revenir à un allaitement qui est exclusif. Rapidement, ça consiste à introduire des tirages de lait lorsque le bébé ne peut pas téter de manière optimale, d'introduire des tirages de lait pour vraiment relancer la production. Moi, j'avertis toujours que c'est possible, mais c'est beaucoup de travail. Il faut être vraiment, vraiment motivé pour le faire, sachant qu'on a aussi un bébé à s'occuper. Malheureusement, bien souvent, ces mamans-là, je les vois une fois et je les revois plus. Parce que, je sais pas, peut-être qu'elles se rendaient pas compte en fait à quel point c'était difficile, entre guillemets. Enfin, le fait d'avoir un premier enfant, c'est déjà beaucoup, émotionnellement, psychologiquement. Et je pense, faire tous ces efforts-là pour remettre en route l'allaitement, on n'a peut-être pas forcément le courage. C'est pour ça que c'est, effectivement, tu le disais, parfois en se faisant accompagner en amont pendant la grossesse, on lève beaucoup d'obstacles qui font qu'on n'en arrive pas à ces situations qui sont après demandent beaucoup d'énergie et de protocoles pour arriver à retrouver une production optimale. Et je sais qu'il y a une grande autre raison qui font qu'il y a des femmes qui peuvent abandonner l'allaitement dans les premiers jours de vie, c'est aussi la douleur. Donc la question c'est est-ce que l'allaitement est censé faire mal? Est-ce que c'est normal d'avoir mal? Ou sinon comment on peut gérer ça? Et je pense que vous aurez toutes les deux des réponses sur ce sujet. Oui, alors justement j'en parlais dans une consultation il y a quelques jours. C'est pas censé faire mal, normalement. Ça peut être un peu désagréable parce que notamment les mamelons sont très sensibles les premiers jours, notamment à cause des hormones. Donc aussi si on a les tétons plats, ça peut faire un peu mal parce que la peau s'étire et le téton commence à sortir. Donc ça peut être un peu douloureux. Mais c'est pas censé faire mal au point qu'on a peur de donner le sein et commence à avoir des blessures, etc. Là, ça, c'est pas normal. Voilà, donc normalement, non, c'est pas censé faire mal. Et donc justement, quand il y a des douleurs, quelles sont les premières choses à regarder? Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut s'attarder pour essayer de comprendre la douleur de la femme qui allaite. J'aurais dit d'abord le positionnement de bébé par rapport à sa position quand il tète pendant l'allaitement. Alors, ça peut être un problème positionnel par rapport à la mise en place, etc. Mais ça peut être aussi un problème positionnel qui vient d'un déséquilibre au niveau du corps du bébé. Si on a un bébé qui a une rotation préférentielle de tête d'un côté, il va avoir évidemment beaucoup plus de mal à se positionner pour téter avec la rotation de l'autre côté. Donc juste pour préciser, oui. Ça veut dire qu'il préfère tourner sa tête d'un côté plutôt que de l'autre. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle communément les torticolis du nourrisson en fait. Un bébé qui va avoir des tensions sur l'ensemble de son corps, qui va avoir une posture un peu en banane, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces bébés-là, va forcément être beaucoup moins relâché quand il se positionne pour téter. On va regarder effectivement, comme disait Esther, l'ouverture de bouche, parce qu'elle est importante, cette ouverture de bouche, pour que toute l'aréole soit vraiment dans la bouche lors de la tétée. On va aussi regarder le positionnement de la langue pour être sûr que la succion est bien efficace. Si on a une langue qui est un petit peu limitée dans son mouvement, que ce soit à cause d'un frein ou pas, parce que ça peut être juste des restrictions qui font que la langue ne bouge pas bien,
Là aussi, on va pouvoir essayer de déterminer s'il y a des choses qui empêchent ce bébé de bien téter et donc qui font que sa langue est mal positionnée et donc qui font des frottements au niveau du téton et donc qui fait des douleurs. Voilà. Et donc ça, ce sont des choses qu'on... Alors moi, je parle du mécanique plutôt par rapport à ça, parce qu'on peut le traiter en ostéopathie, on peut accompagner ces petits bébés et faire en sorte que ils puissent être complètement relâchés et équilibrés dans leur succion pour que l'allaitement se déroule au mieux. Et concrètement, ça se passe comment? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'ostéopathie, l'idée qu'on va manipuler un tout petit bébé, ça peut paraître un peu impressionnant. Alors, ce serait plus facile de le montrer que de le décrire, mais est-ce que tu peux essayer de nous aider à visualiser un petit peu quel genre de manipulation on peut faire sur un bébé? Alors évidemment, c'est très doux. On travaille avec des techniques qui ne sont pas invasives pour le bébé, évidemment. Moi, j'utilise des techniques douces chez les tout petits. L'objectif est déjà de prendre contact avec ce bébé, donc de lui parler, de lui expliquer ce qu'on va faire et pourquoi il est là en consultation aujourd'hui. Donc, en même temps que j'explique aux parents, je parle aussi avec bébé, j'établis ce contact avec bébé parce que c'est lui qui va m'indiquer ce qui ne va pas. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir mettre en place ces techniques douces pour relâcher les zones de tension. Si je peux les décrire, parce que c'est vrai que ce serait plus facile de les montrer, mais si je peux les décrire, c'est comme des tout petits points de pression, des petits étirements, des petits massages, de la mobilisation douce de l'ensemble du corps, des zones qui ont besoin d'être débloquées. Voilà. Merci. J'avais une autre question aussi parce qu'on parlait de la succion. Esther, est-ce que y a aussi des mamans qui se posent la question d'allaitement mixte, alors que ce soit par exemple d'alterner sein et biberon avec leur lait ou d'alterner sein et biberon avec du lait artificiel? Est-ce qu'il y a un timing à respecter pour commencer un allaitement mixte? Et quelles peuvent être les conséquences d'alterner sein et biberon dans les premiers temps de vie du bébé? Alors oui, c'est vrai qu'on recommande souvent d'attendre au minimum 1 mois pour que l'allaitement se mette bien en place avant d'introduire des biberons, que ce soit du lait artificiel ou du lait maternel. Après, il se peut qu'on veuille prendre du temps pour soi, même avant 1 mois, qu'on veuille sortir, ne serait-ce que pour aller à un rendez-vous médical ou autre, sans forcément prendre son bébé avec soi. Donc là, on peut tout à fait soit tirer son lait et le donner au biberon, où il y a également d'autres contenants qui sont possibles, ou donner du lait artificiel. Mais voilà, il y a certaines règles à respecter pour ne pas mettre à mal la lactation. Notamment, si le bébé prend un biberon, il faut que nous, derrière, on puisse tirer notre lait pour ne pas manquer une tétée. Après, effectivement, il y a certains bébés qui arrivent très bien à passer du biberon au sein, du sein au biberon. Ils n'ont aucun problème, et ce, quel que soit le biberon. Et il y en a d'autres chez qui ça ne passe pas du tout. À partir du moment où ils ont pris un biberon, une fois de retour au sein, ils ne savent plus du tout comment téter. Donc ça peut arriver. Et moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est vraiment, ça dépend vraiment du bébé en fait. Voilà, c'est vrai qu'il faut faire très attention à la manière dont on donne le biberon. Donc que le lait ne coule pas trop vite. Gardez bien le biberon à l'horizontale pour qu'une fois de retour au sein, le bébé ne soit pas perturbé par le débit qui n'est pas le même. Il y a également la forme de la tétine qui joue beaucoup. Donc il y a certaines tétines qui sont plus adaptées pour que le bébé ait une grande ouverture de bouche comme au sein. Mais au final, ça dépend beaucoup du bébé et de ses capacités d'adaptation. D'accord, donc effectivement, il y a des règles à respecter. 1, pour ne pas compromettre la lactation et la quantité de lait qu'on produit. Et 2, pour limiter ce risque de confusion sein-tétine en vérifiant la façon dont on donne le biberon et le type de biberon qu'on choisit. Et toi, Stéphanie, est-ce que tu vois une différence justement dans la succion ou dans certaines caractéristiques entre un bébé qui est allaité et un bébé qui est au biberon? Oui, parce qu'en fait, un bébé qui est allaité, il va avoir la succion la plus optimale qui soit pour lui et pour le développement de toute la face, en fait, de toute sa face.
la position de la langue, le fonctionnement de la mâchoire pendant l'allaitement au sein, toute la mécanique que bébé met en place pour allaiter est en lien avec la croissance des os de la face et surtout au niveau de la mâchoire en fait. Et donc quand on a un allaitement exclusif ou prioritaire, on remarque que ce sont des bébés qui vont avoir une belle expansion de la face, donc un élargissement au niveau du palais, un bon positionnement de langue qui est importante pour plein de fonctions différentes, que ce soit pour la respiration, la déglutition, la dentition plus tard, la phonation, la mastication. Et puis quand on a un bébé qui n'a pas eu malheureusement la possibilité d'être allaité, qui est au biberon, on a en général un positionnement de langue qui est un peu différent. Et on a une succion qui est différente parce que aller chercher le lait au niveau du téton, c'est tirer la langue et vraiment faire un effort de succion pour pouvoir obtenir le lait. Par contre, au biberon, il suffit juste de pincer les lèvres et le lait coule. Donc on n'a pas du tout le même travail au niveau de la bouche de ce bébé. Et donc on le voit, nous, on voit cette différence en consultation. Et donc tout notre objectif est vraiment de pouvoir, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu d'allaitement, de pouvoir aider ce bébé à utiliser correctement sa langue, à la positionner correctement, notamment surtout en phase de repos, pour que sa langue puisse avoir une bonne fonction pour tout ce que j'ai cité auparavant. Donc quand on parlait au début des bienfaits de l'allaitement pour le bébé, au-delà effectivement de l'apport du lait et des anticorps, en termes de développement, il y a aussi un impact positif du fait d'avoir cette succion très caractéristique de l'allaitement. C'est impressionnant. Exactement, oui. C'est pas par hasard qu'il y a un allaitement qui est possible. C'est vraiment pour tout ce développement-là que c'est important aussi. Et donc le fait d'être allaité pour un bébé peut potentiellement éviter certaines répercussions au niveau orthodontie ou orthophonie ou sur plusieurs niveaux en fait dans son développement d'enfant. Oui, parce qu'avec un bon positionnement de langue, une langue qui est bien collée au palais, bien large, ça permet un bon élargissement au niveau du palais, donc du coup des voies respiratoires, parce qu'en fait toutes les voies respiratoires sont au-dessus de ce palais, et donc une bonne respiration nasale qui va permettre une bonne oxygénation de cet enfant, mais aussi donc un palais qui est bien large pour l'implantation de la dentition plus tard, un bon fonctionnement de langue qui va permettre d'avoir une phonation qui est correcte, qui va permettre aussi à l'enfant de pouvoir avoir une bonne mastication pour une bonne déglutition quand on parlera plus tard des morceaux, de l'introduction des morceaux et des solides. Mais vraiment le point le plus important, en tout cas pour moi et d'un point de vue de la santé globale, c'est vraiment ce système respiratoire qui est en lien avec le positionnement de langue qui est à préserver, parce que quand il n'y a pas une respiration nasale chez un bébé enfant, malheureusement, plus tard, chez l'adulte, même avant, même chez l'enfant, ça peut provoquer des apnées du sommeil qui, plus tard, vont favoriser des troubles cardiovasculaires. Et donc ça, c'est vraiment d'intérêt de santé publique, parce que si on peut, dès le départ, mettre en place une respiration nasale correcte par un bon positionnement de langue, on a favorisé une santé optimale pour l'adulte futur. Okay. Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on ne fait pas toujours les liens aussi loin, mais c'est vrai que l'apnée du sommeil, on en entend parler de plus en plus, des problèmes, gens qui font des micro-apnées pendant qu'ils dorment et qui du coup ne se reposent pas, et favorisent aussi les comportements alimentaires, de consommer beaucoup de sucre, de caféine, de choses pour se maintenir éveillé, et effectivement, comme tu le disais, aussi entraîne des problèmes cardiovasculaires, et de dire que ça peut être pas forcément évité, mais en tout cas que le risque soit considérablement réduit par un allaitement du bébé. C'est vrai que c'est hyper intéressant de faire ce genre de lien, de se rendre compte des répercussions que le choix d'alimentation peut avoir. Après, ce que je trouve dommage, c'est comme tu le disais, en fait, c'est vraiment une problématique de santé publique. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup tendance à ramener la responsabilité sur les parents et notamment sur les mères.
qui doivent, enfin voilà, même si elles ont un projet d'allaitement, c'est un peu à elles de trouver comment se faire accompagner, de trouver les clés, de trouver les ressources dans des sociétés qui sont plus forcément pensées pour accompagner les jeunes parents, où très vite, voilà, au Sénégal, le congé paternité, c'est 1 jour. Donc si la maman n'a pas un cercle de soutien ou sa famille ou sa belle famille pour être là, etc., elle peut aussi vite se retrouver seule à devoir gérer un nouveau-né, un allaitement avec peut-être des problématiques qu'on a mentionnées plus tôt qui le rendent un peu plus compliqué sa mise en place. Et c'est vrai quand on entend voilà, tous les bénéfices pour l'individu et du coup au niveau aussi de santé publique et de société, on se dit que ce serait bien d'avoir peut-être un peu plus de moyens et d'accompagnement aussi des femmes dans ces projets d'allaitement. Alors je sais qu'au Sénégal, par exemple, le taux d'allaitement global national est quand même élevé, mais on peut avoir tendance à se dire qu'au final, le biberon, c'est mieux pour un certain nombre de raisons. On voit ce que le bébé mange, on connaît les quantités, il y a des choses qui sont ajoutées dans le lait, etc. Mais de se dire qu'en fait, d'un point de vue à la fois apport nutritif et développement et préservation de la santé, l'allaitement est quand même incomparable en termes de bénéfices. Et d'ailleurs, recommandé par l'OMS, l'UNICEF, différents organismes, recommandent d'allaiter au moins 6 mois en allaitement exclusif et après plus 1 an, 2 ans, autant que l'enfant le souhaite. Mais oui, je trouve que c'est bon. Comme toujours, j'ai envie de dire, on met beaucoup de poids et de pression sur les mamans, alors qu'en réalité, ça ne devrait pas être un sujet que de femmes et de mamans, ça devrait être vraiment une problématique de société. En fait, ça doit passer par les professionnels de santé, obligatoirement, parce que c'est pas aux parents, aux mamans d'aller grailler des informations, de prendre de leur temps pour chercher ces informations, alors que déjà, ils n'en ont pas beaucoup. Mais il faut vraiment que ces parents soient le mieux accompagnés possible, et c'est par les professionnels de santé qui les entourent, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est tellement important pour un professionnel de santé de se renouveler, de s'informer, de se former sans cesse, parce qu'il y a sans cesse des changements, des nouveautés, des études scientifiques qui prouvent certaines choses qui ont été désapprouvées par le passé. Donc il faut se remettre en question et il faut que ce soit à nous, accompagnants, de pouvoir orienter ces parents et ces mamans et de leur enlever ce poids, en fait, cette culpabilité de se dire mince, j'ai loupé mon allaitement, c'est de ma faute. Ben non, c'est pas vraiment de ta faute, c'est parce que l'accompagnement autour n'a pas été adapté. Ça, c'est très important, effectivement, de dire, d'essayer aussi d'enlever cette culpabilité, voilà, où on se sent seul responsable si jamais ça n'a pas marché comme on voulait, alors qu'en réalité, potentiellement, les informations, le cercle de soutien, les ressources qu'on avait n'étaient pas disponibles. Et tu disais, Esther, que tu travaillais aussi, par exemple, sur le retour au travail. Ça aussi, c'est une problématique de se dire, l'OMS, l'UNICEF, l'Haute Autorité de Santé en France, même ici au Sénégal, l'allaitement est beaucoup promu. On recommande un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, mais on reprend le travail au bout de 2 mois, 2 mois et demi. Et du coup, continuer un allaitement exclusif avec une reprise d'une activité professionnelle où on doit s'absenter de nombreux jours par jour, c'est possible, mais c'est un challenge. Toi, comment tu l'accompagnes justement avec les mamans que tu suis? Oui, alors c'est vrai que c'est un challenge à plusieurs niveaux. Déjà, il faut trouver un mode de garde adapté. Donc souvent ici, les femmes font garder leur bébé, donc soit par la famille, donc leur mère ou leur belle-mère. Certaines ont des nounous à domicile, certaines n'ont pas le choix et doivent mettre le bébé à la crèche. Il y a également un challenge voilà, au niveau du travail. Comment est-ce qu'on va s'organiser pour tirer son lait? Parce que toutes les entreprises ne sont pas forcément sensibilisées à l'allaitement. Certains dirigeants d'entreprises ne savent même pas qu'on peut voilà, continuer à allaiter même en travaillant. Donc voilà, certaines femmes n'ont pas forcément accès à un frigo pour réfrigérer leur lait, n'ont pas forcément accès à une salle dédiée pour tirer leur lait. Certaines sont en open space et doivent faire ça un peu devant tout le monde. Voilà, après, il y a l'aspect financier aussi, parce que pour avoir un bon tire-lait qui marche bien, qui soit solide, efficace, bah, c'est un investissement.
Et voilà, tout le monde ne peut pas forcément se le permettre. Donc voilà, certaines vont se rabattre sur des appareils moins chers, mais qui ne sont pas forcément de bonne qualité, qui ne sont pas forcément à la bonne taille, et peuvent mettre du coup en péril leur allaitement parce qu'elles ne tirent pas leur lait de manière efficace. Donc ouais, c'est vraiment un gros challenge. Et même quand on a réussi à dépasser toutes ces difficultés-là, certaines ont une charge de travail tellement énorme qu'elles n'arrivent pas à se dégager du temps pour tirer du lait et du coup se retrouvent avec une production de lait qui baisse. Je pense notamment à celles qui travaillent dans le milieu médical. J'ai eu une maman comme ça une fois qui faisait des gardes de plus de 24 heures. Elle n'arrivait pas du tout à tirer son lait et voilà, j'essaie de la rassurer tant bien que mal que voilà, dans ces conditions-là, c'est vraiment très très difficile de maintenir une production adaptée, ne serait-ce que la fatigue générée par cette garde fait que déjà ça impacte la production de lait. Oui, il y a beaucoup de contraintes qui pèsent. Il y a l'idéal de dire il faut. Ici, la norme, c'est plutôt qu'il faut allaiter. Mais c'est vrai qu'avec l'évolution des modes de vie, effectivement, le développement du travail des femmes, le fait que voilà, on n'habite plus forcément avec la famille, mais on vit en foyer, famille nucléaire, famille plus éclatée, on n'a pas forcément le soutien. C'est vrai que c'est quand même pas évident, et c'est pour ça qu'on dit voilà, l'allaitement c'est naturel. Certes, mais la mise en place n'est pas toujours simple. Et c'est pour ça que si on en a l'opportunité, c'est important de se faire accompagner par des professionnels de santé, ou si ça ne fait pas partie des ressources possibles, de voir aussi dans son entourage des femmes qui ont allaité, qui ont une expérience de ce côté-là, qui peuvent peut-être conseiller, accompagner. Et aussi en prenant en compte l'évolution aussi de l'enfantement, de l'accouchement. Aujourd'hui, on accouche beaucoup en milieu hospitalier, en centre de santé, en clinique, etc. Et il y a des contraintes liées à ça. Voilà, avant, on ne se posait pas la question de mettre le bébé à la nurserie ou de le garder avec soi. C'était évident qu'on allait le garder, et il y a des réflexes qui se mettaient en place qui aujourd'hui sont un peu différents, et c'est pour ça que c'est important aussi de s'informer pour comprendre comment recréer ce lien qui avant était automatique et qui maintenant, dans une volonté de bien faire, souvent on va dire à la maman repose-toi, euh, on s'occupe de ton bébé, mais de comprendre les impacts que ça peut avoir effectivement sur la mise en place de l'allaitement notamment, ou parfois de la création du lien mère-enfant, et pourquoi c'est important aussi de s'informer et de comprendre un peu quels sont les mécanismes à l'œuvre. Et je voulais revenir un peu, parce que tu l'as abordé tout à l'heure, mais justement sur la question dans les problèmes de succion, on entend beaucoup parler de ce fameux frein de langue. Alors, il y a beaucoup de sons de cloche. On dit, c'est effectivement, c'est réel. D'autres, c'est un mythe, c'est le nouveau truc à la mode, mais en fait, c'est pas vraiment une problématique. Et on voit vraiment des mamans qui parfois ont des douleurs, des bébés qui ont vraiment du mal à téter. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu rencontres? Est-ce que tu arrives pas forcément à le diagnostiquer, mais en tout cas à le suspecter? Dans quel cas tu te dis là, il y a peut-être un problème justement de restriction? C'est vrai qu'on peut déjà observer, en regardant le bébé tété, on peut voir déjà, est-ce qu'on voit bien sa langue bouger? Donc juste en tirant un peu sa lèvre inférieure, on peut déjà voir, est-ce qu'on voit la langue qui sort bien, qui bouge? Déjà, ça, c'est une première indication. Et quand vraiment aussi on a un bébé qui prend bien le sein, en tout cas, quand on regarde, on voit que la prise est bonne, mais il y a des douleurs du côté de la maman. Ou bien un bébé aussi qui prend bien le sein, mais qui ne prend pas du poids. Voilà, ça peut être des indications qu'il y a un frein, mais voilà. Moi, je redirige toujours vers Stéphanie pour faire vraiment un diagnostic. Et donc Stéphanie, le frein de langue, mythe ou réalité? Non, c'est une réalité. C'est une réalité parce qu'on le voit bien, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'impact que ça peut avoir sur la fonction de la langue, surtout. Alors, un diagnostic ne se fait pas avec une seule personne. C'est vraiment un ensemble de professionnels de la santé formés à ça qui vont pouvoir déterminer s'il y a une restriction d'un frein de bouche ou pas. Et donc, moi, même si j'ai été formée, que je mets en place mes tests pour vérifier
le caractère restrictif de ces freins de bouche et que je trouve qu'il y a des restrictions, je vais toujours orienter vers d'autres professionnels de santé qui vont aussi donner leur avis. Et ce sont des avis qui vont être confrontés pour pouvoir après prendre une décision de savoir est-ce que avec ce frein de bouche qui est restrictif ou non, on doit intervenir d'un point de vue chirurgical pour faire une frénectomie ou pas. Il y a tout un accompagnement. Alors, il faut savoir qu'il y a tout un accompagnement autour de la prise en charge de ce frein de bouche, dans le sens où on ne va pas juste couper et passer à autre chose, pas du tout. Le but, c'est déjà de préparer. Alors, tout dépend du contexte et du moment où on va le diagnostiquer déjà, si on est dans l'urgence ou pas. Voilà. Et puis, le but est vraiment de préparer donc, cette bouche et cette langue à cette frénectomie qui va être faite après. Et ça passe par plein de petits exercices, des massages, des choses qu'on peut indiquer aux parents à faire à la maison et en cabinet en plus à lever toutes les restrictions et les tensions qui sont liées à ça. Donc après donc, il y a la frénectomie qui est faite et puis après la frénectomie, en fait, il y a tout cet accompagnement oro-maxillofacial qui est important parce qu'en fait, la langue, elle a été habituée à travailler d'une certaine manière. Alors, on parle de langue, mais je remets tout à la langue, mais, parce que c'est le principal, mais ça peut être la lèvre, ça peut être les joues. Mais cette langue, elle a été habituée à travailler d'une certaine manière avec un frein qui l'empêche de bouger pleinement. Et donc, on va couper le frein, mais rien ne nous dit que la langue va pouvoir après bouger correctement toute seule d'elle-même. Donc, il va falloir mettre en place une certaine rééducation de ce positionnement de la langue par rapport à son positionnement, sa mobilité, sa fonction, pour que, évidemment, la succion se fasse au mieux après. Et la succion et tout ce qui s'ensuit par rapport à ce qu'on a décrit plus tôt. Et donc, en fait, tous ces petits exercices à mettre en place et les massages, etc., ce sont des choses qu'on peut indiquer aux parents à faire à la maison de façon quotidienne. Mais il faut vraiment que ce soit quelque chose de très régulier, très suivi. Donc, il y a tout un protocole à mettre en place pour récupérer une fonction optimale de la langue. Et bon, ça passe par des exercices très simples, hein. C'est juste qu'il faut qu'ils soient vraiment bien effectués et de manière très régulière pour qu'on ait vraiment tous les bénéfices de cette frénectomie. Si on n'accompagne pas le bébé après, évidemment qu'il peut y avoir un réattachement de ce frein. Et évidemment qu'on peut perdre tous les bénéfices de ce qu'on a fait et de la frénectomie en elle-même. Et est-ce que tu dirais qu'on en parle plus parce qu'en fait ça a toujours existé mais qu'on ne le diagnostiquait pas et que du coup on passait un peu à côté, ou est-ce qu'il y a une prévalence de plus en plus importante de ces problématiques de frein? Un petit peu des deux, en fait, un petit peu des deux. Dans le sens où effectivement on en parlait beaucoup moins auparavant parce que il n'y avait peut-être pas assez d'études scientifiques qui prouvaient l'intérêt du diagnostic des freins de bouche restrictifs. Mais d'autre part, il y en a quand même beaucoup plus qu'avant, dans le sens où, avec les dernières études qui ont été menées, on est passé à des pourcentages qui sont 2 voire 3 fois plus élevés. Et encore, on peut même refaire certaines études à l'heure d'aujourd'hui pour prouver qu'il y en a bien plus. Mais c'est surtout parce que, alors, il y a 2 facteurs qui entrent en jeu, notamment, l'un des 2, c'est le facteur génétique, qui fait que avec les allaitements écourtés, avec les modes de vie un peu plus sédentaires, on a une transmission génétique de ces restrictions de frein qui se fait de façon beaucoup plus importante. Il faut savoir qu'un frein qui est restrictif se forme à la 2e semaine de vie intra-utérine. Donc c'est quelque chose qui se fait déjà dans le ventre de la mère et qui dépend aussi beaucoup de ce que la mère et le père ont comme bagage génétique derrière. Mais il y a aussi évidemment, en plus de ça, tous les facteurs environnementaux qui viennent se rajouter à ça, qui sont notamment les polluants, l'alimentation qui est complètement modifiée par rapport à avant, les perturbateurs endocriniens, voilà, tout ce qui va influer l'expression génétique du développement du bébé. Ok. Et j'ai une question qui me vient parce que tu parlais d'exercice et de massage. Au Sénégal, on a encore une forte tradition du massage des bébés, qu'on appelle le DAMP, qui peut être pratiqué au sein de la famille ou dans des instituts, etc. Toi, en tant qu'ostéo, quel regard tu portes sur ce fait de masser les tout petits bébés? Alors,
c'est vraiment super important. Et c'est super de pouvoir avoir cet autre moyen de communication avec le bébé, justement. C'est un moyen de communication tactile qui se développe entre le parent qui masse, ou que ce soit les parents ou les grands-parents, les oncles, les tantes, avec ce bébé. Ça lui permet de développer la conscience de son corps, ça lui permet de développer toutes ses capacités motrices, ça lui permet de développer un autre sens, qui est le toucher, qui est le sens tactile. Donc oui, c'est très important de masser nos petits bébés. On a beaucoup tendance dans les sociétés occidentales à se séparer très très vite de bébés et à les mettre tout seuls dans leur petit cocon à côté de nous, mais très peu de contact. On revient un petit peu en arrière maintenant parce que nous sommes tous des mammifères, donc on a besoin de ce contact avec nos bébés. Et donc, et ce contact passe par le pot à pot à la naissance, mais il passe aussi, il peut se faire bien sûr après, le pot à pot, mais il passe aussi par ce massage qui est très important. C'est aussi une transmission culturelle, surtout quand on parle du DAMP. C'est une transmission culturelle qui est importante parce qu'elle a toute une symbolique derrière. C'est vrai que c'est une tradition qui perdure et qui est bénéfique. Après, bien évidemment, la clé, c'est de s'assurer que c'est fait par quelqu'un qui sait faire et qui a bien eu cette transmission. Alors, elle peut être intrafamiliale, mais de pas forcément... voilà, en tant que parent, s'expérimenter soi-même. Enfin, voilà, on est quand même dans la manipulation d'un nouveau-né. Donc, s'assurer que c'est fait par quelqu'un qui maîtrise, qui a déjà fait, qui a un peu les bons réflexes. Mais c'est vrai qu'il y a encore voilà, un savoir-faire qui existe et qui perdure. Et je pense que c'est important que les bébés puissent en bénéficier, comme tu le disais. Alors, quand il s'agit du vrai DAMP, oui, qui est bien fait, aucun problème, dans le sens où les gestes vont être très précis, ils vont avoir un intérêt. Comme tu disais qu'il ne faut pas s'essayer à faire les mêmes gestes si on ne nous a pas transmis la manière de les mettre en place, effectivement. Après, si on veut chacun masser son bébé, on n'est pas obligé de faire un vrai DAMP. On peut faire un massage de confort, de relaxation, un moment de bien-être entre le parent qui masse et le bébé qui est massé. Et ça, n'importe qui peut le mettre en place. Que ce soit un parent qui... a déjà une expérience avec le côté tactile et qui va le mettre en place et qui va juste suivre un petit peu son propre instinct pour le faire, ou que ce soit des parents qui ont besoin d'être accompagnés par ça. On a la chance à Dakar d'avoir des personnes qui peuvent nous apprendre à masser nos bébés et nous montrer comment faire pour qu'on se sente plus sûr de soi, plus sûr de ses gestes. Mais bien sûr que tout le monde sait masser son propre bébé. Oui, c'est parce qu'effectivement, on ne l'a pas précisé, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, le DAMP, c'est vraiment un massage assez tonique, énergique, qui peut impliquer de soulever le bébé, de mettre dans certaines positions. Comme tu disais, quand il y a un savoir-faire, c'est précis, on sait pourquoi on le fait. Mais ce côté de massage voilà, très tonique, quand on ne s'y est jamais essayé ou quand on n'est pas formé, ça peut être plus compliqué. Par contre, des massages de confort, des massages doux, juste le fait d'avoir un contact avec son bébé, ça bien évidemment, c'est différent et plus accessible. Et il y a aussi, effectivement, comme tu le disais, des praticiens qui peuvent accompagner des ateliers, massage, bébé, des transmissions qui peuvent se faire à ce niveau-là. Merci beaucoup pour cet échange assez riche et tous ces conseils. Esther, est-ce que tu aurais une dernière recommandation peut-être pour les mamans qui envisagent un projet d'allaitement ? Alors oui, c'est en rapport avec la croyance qui voudrait que lorsqu'on vient d'accoucher, on n'a pas encore de lait. Alors bien sûr, c'est faux. Effectivement, si vous pressez vos seins, il n'y a rien qui va sortir. Mais il faut savoir que déjà pendant la grossesse, on a du colostrum qui est produit dès la 16e semaine de grossesse. Et ce colostrum, on ne peut pas l'extraire juste comme ça, ni avec un tire-lait, ça ne marche pas comme ça. En fait, il faut pratiquer une compression du sein. Donc il y a des gestes bien précis à faire. Et en fait, le bébé, lui, il arrive à l'extraire en tétant. Donc c'est quelques gouttes, c'est juste quelques millilitres, mais ça suffit largement au bébé qui a un tout petit estomac quand il vient de naître. Donc c'était juste pour rassurer les mamans que quand vous venez d'accoucher, mettez le bébé au sein et c'est ça qui lui suffit en fait.
Mais je pense que c'est important de le rappeler parce qu'effectivement, on peut avoir cette inquiétude de dire je presse, j'ai rien, j'ai l'impression que j'ai pas de lait. Voilà, de rassurer en disant effectivement, après l'accouchement, on a de quoi nourrir son bébé. Parce que finalement, les biberons existent quand même depuis très peu de temps. Et si le colostrum ne suffisait pas à nourrir les bébés, on ne serait plus là pour en parler. Donc, Donc voilà, c'est important de remettre aussi parfois les choses dans leur contexte. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec moi ce matin de partager votre expérience. J'espère que cet épisode aidera les mamans qui ont un projet d'allaitement. Bien évidemment, s'il y a des mamans qui n'ont pas de projet d'allaitement pour des raisons qui leur appartiennent, l'idée, c'est pas du tout de juger, mais en tout cas de donner des clés, voilà, à celles qui le souhaitent pour les aider à mettre en place ce projet de la façon la plus simple qui soit. Donc, merci à toutes les deux. Merci Alix. Merci à toi Alix. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à donner de la force à ce podcast en le notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucun épisode et surtout en parler autour de vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Mais en attendant, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. L'aventure ne fait que commencer. Tambali. Prenez le pouvoir sur votre parentalité.